Bien, je vous propose d'entamer la dernière partie de cette journée réservée à la discussion autour de Viollet-le-Duc enseignant, invitation faite par l'école de Chaillot. Deux interventions pour clôturer cette journée. La première de Jean-Paul Midan, qui nous parlera de Viollet-le-Duc et les outils de diffusion de son enseignement, thématique qui a été en partie abordée par d'autres personnes. Jean-Paul Midan donc, est docteur en histoire et civilisation, habilité à diriger des recherches, et il enseigne maintenant depuis plusieurs années à l'école d'architecture de Paris-Belleville et à l'école de Chaillot, l'histoire de l'architecture du 19e et du 20e. Comme Marie-Jeanne Dumont, il est chercheur au sein de l'IPROS, et ses thèmes de prédilection sont l'art et l'histoire, l'art et l'architecture autour de 1900, le patrimoine du 19e et du 20e en France, la manufacture de Sèvres, les salles de spectacle, les musées. Alors, il est aussi un contributeur important du dictionnaire de l'architecture du XXe siècle, et ses notices biographiques brossent les portraits de nombreux architectes du 19e et du 20e. Nous pouvons retenir aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, son ouvrage « Au Moyen-Âge avec Viollet-le-Duc ». Donc, je lui laisse la parole pour cette intervention. Bonjour, merci pour l'organisation de cette journée d'études. Bien, alors, je viens en avant-dernier, parce que mon introduction ne sera pas très originale par rapport à ce qui a été dit. Je vais pas parler de tous les outils de diffusion à la disposition de Viollet-le-Duc. Je voudrais revenir sur la Gazette des architectes et du bâtiment qu'on a évoqué déjà, et un certain nombre de points de rapprochement avec l'école spéciale et l'école centrale des arts et manufactures, puisque la plupart des contributeurs de la Gazette des architectes et du bâtiment sont enseignants à l'école spéciale. Encore plus que ce que j'ai vu énoncer tout à l'heure. Hein. Vous verrez, le milieu est pas très étanche, et c'est une arme à la disposition de Viollet-le-Duc. Voilà, alors je vais à la fois lire et à la fois vous montrer des images, parce que je crois que ce que je vais dire doit être étayé par un certain nombre de vues qui sont toutes tirées de la Gazette des architectes du bâtiment. Voilà. Viollet-le-Duc enseignant. Oui, bien sûr, mais contenir son activité d'enseignement ou d'enseignant au bref épisode où il tenta de raisonner les étudiants de l'école impériale des beaux-arts par un cours d'histoire de l'architecture serait bien réducteur. Professeur dans le sens strict de pédagogue, encadrant de jeunes élèves au sein d'un atelier, il le fut vraiment, et il a vécu très bien à la petite école de dessin. On en a déjà parlé. Il était excessivement respectueux, notamment de Charles Percier, et il en parle. Il enseigna donc le dessin d'ornement d'après les modèles de la nature, mais ce qui nous intéresse ici serait de l'envisager sous l'angle de professeur d'architecture. Force est de constater que malgré un premier essai malheureux d'encadrement d'un groupe de jeunes architectes venus le chercher pour se former au métier, Marie-Jeanne Dumont l'a évoqué tout à l'heure, c'était un atelier libre qu'il avait formé, et pour préciser, je crois qu'il avait donné un sujet à Alger, et il déplorait que tous ses élèves avaient fait des projets en néo-gothique à Alger, et donc il a dit c'est plus possible, j'arrête. Donc l'expérience n'a pas été très très longue. Mis à part ce premier essai malheureux, il va préférer diffuser ses connaissances à partir d'outils qu'il pense être beaucoup plus souples pour lui. Alors c'est vrai qu'il fait paraître son dictionnaire, ses dictionnaires, ses entretiens. Il va écrire dans des revues qui ne sont pas des revues spécialisées en architecture, par exemple la Réforme économique, il y a des articles très intéressants dans le Journal des sciences militaires, et puis vous savez sans doute qu'il va faire paraître des articles réguliers dans le quotidien le 19e siècle, et qui sont très intéressants pour nous. Bref, je voudrais donc vous montrer ce qu'il a essayé de dire à travers la Gazette des architectes et du bâtiment. Donc vous avez ici l'article préliminaire
du numéro 1. Alors pour les dates, je voudrais simplement parler de l'année 1863, donc avant son cours de 1864, et vous parler ensuite d'un numéro spécial de la Gazette des architectes du bâtiment, un numéro, disons, hors série, qui est en fait l'accumulation d'une partie des livraisons de l'année 68 et qui va paraître en 69 et qui a trait à l'exposition universelle de 67. Je donne ces dates parce que le rapport avec l'école spéciale me semble assez évident et dans cet essai sur l'exposition universelle de 1867 qu'il va introduire et qui me semble très important dans sa bibliographie, il va notamment dire que la meilleure école, c'est l'école centrale des arts et manufactures. Il va médire un peu sur l'école spéciale. Et tout ça est très lié justement à l'actualité que l'on vient de montrer. Voilà. Alors, Béatrice Bouvier a publié chez Droz en 2004 un ouvrage sur l'édition d'architecture au XIXe siècle, à partir des librairies Bors et Morel, et elle a retracé l'histoire de l'encyclopédie d'architecture et de la Gazette des architectes du bâtiment. Donc mon but n'est pas de revenir sur ce qu'elle a écrit, mais j'aimerais évoquer dans l'objectif de Viollet-le-Duc, professeur d'architecture, d'une autre manière que celle qu'on peut organiser dans une école. J'aimerais présenter sa stratégie de diffusion auprès de son équipe, parce qu'on parle beaucoup de disciples. Je crois que franchement, lui aurait eu horreur de ce mot. Donc, je crois qu'on ne peut pas parler de disciples, on ne peut pas non plus parler d'élèves. On peut parler sans doute de collaborateurs, et je crois qu'on peut commencer à les cerner. Bien, c'est vrai, on l'a dit, c'est assez compliqué. Et il a aussi des amis proches. Et je crois qu'il faut essayer aussi de décortiquer les échelles comme ça de relations, parce qu'on les voit se mettre en œuvre, notamment à travers le discours dans la Gazette des architectes du bâtiment. Alors, la direction de la Gazette des architectes du bâtiment est en fait donnée à son fils. C'est Viollet-le-Duc fils qui en est le directeur, au moins dans la première mouture de 1863, avec un jeune architecte de 28 ans qui s'appelle Édouard Corroyer, qui commence là quasiment sa carrière. Il est vraiment très aidé et qui donc se charge de faire l'illustration, Viollet-le-Duc fils se chargeant de réunir le rédactionnel. Alors, les articles ne sont pas signés, certains sont vraiment inspirés, je pense, de Viollet-le-Duc père, et lui-même se montrera jamais directement au début dans la revue, il signera aucun article, mais ces projets sont publiés, sont signés de Viollet-le-Duc. Le rédactionnel, lui, est plus masqué, il avance masqué derrière son fils. Voilà. Alors, la publication est bimensuelle, elle s'apparaît le 15 et le 30 de chaque mois. La publication est lancée vraisemblablement pas tout à fait au début de l'année 1863. C'est lié au rachat de l'éditeur Morel des droits d'un autre éditeur qui est Banse et qui est mort. Morel rachète les droits du dictionnaire raisonné de l'architecture et Morel a aussi les droits de la Revue générale d'architecture, qui est en fait une revue que vous connaissez peut-être mieux, puisqu'elle a été sans doute plus diffusée. En tout cas, elle est beaucoup plus dans les bibliothèques des écoles aujourd'hui que la Gazette des architectes et du bâtiment, qui est très très peu conservée, en tout cas dans les bibliothèques publiques. Et c'est dommage parce que c'est un document fondamental, à mon avis, sur la critique d'architecture au XIXe siècle, avec un ton qui change beaucoup de toutes les autres revues, qui est un ton de combat, avec d'ailleurs derrière le ton de combat Anatole de Baudot, qui assez vite va intégrer l'équipe, et qui est certainement, si vous voulez, le porte-Kalachnikov de Viollet-le-Duc, et qui, vous allez le voir, va se charger des basses besognes. Donc, en tout cas, donc, à partir de 1863. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder à travers, par exemple, ce programme du numéro 1. Chaque année, il y aura un programme différent. Donc, j'ai choisi de vous présenter 1863 et 1867, mais qui paraît en 1869. Donc, en tout cas, pour en revenir au numéro 1, voilà ce qui est dit, je cite. L'objectif de la rédaction est de suivre au plus près l'industrie du bâtiment, qui chaque jour subit des modifications, se perfectionne et devient de plus en plus pratique. Donc on y insiste sur l'écart de la diffusion de l'information entre Paris et les départements, et l'équipe rédactionnelle déclare vouloir corriger cette situation en insistant sur, je cite, cet échange incessant et facile de communication qui fait que chacun est mis en éveil sur tout ce qui se produit de nouveau.
Alors le thème de l'innovation, avec le mot « nouveau » et « innovation », c'est quelque chose de relativement peu remarqué dans d'autres écrits sur l'architecture à cette époque-là. Et à cette exigence en faveur de l'innovation, il faut saluer que ça se redouble d'une exigence que l'on voit dans cet article préliminaire, de ne jamais parler de choses que l'on n'a pas vues. Donc l'idée, c'est de faire l'épreuve d'un système qu'à condition de le contrôler de visu. C'est aussi une des démarches critiques et un programme qui n'est pas forcément suivi dans d'autres revues à la même époque. Alors évidemment, en creux, il y a le rapport avec la Revue générale d'architecture, et dans cet article préliminaire, il est dit qu'il se situe à côté, je cite, pour embrasser des questions complémentaires. À vrai dire, ça ne va pas se situer à côté. Très très vite, ça va se situer nettement au-delà. Et très très vite, on va rentrer dans des dénonciations très fortes, et notamment dans le problème du rapport avec l'Académie des Beaux-Arts. Alors, dans cette revue de 1863, moi, ce qui m'ennuie parfois quand on parle de Viollet-le-Duc, c'est que, comme pour d'autres architectes, on ne fait jamais le lien avec d'autres artistes de la même époque. Alors, c'est assez étonnant parce que dans le numéro de 1863, donc ce numéro fondateur, un des tout premiers articles a trait à la section des refusés au Salon. Donc, section des refusés qui a été permise et encouragé par le pouvoir impérial. Là aussi, ça va disparaître très très vite. Donc, section des refusés en 1863, où Manet va exposer son déjeuner sur l'herbe. Et alors, il ne parle pas du tout de Manet, mais on parle de la section des refusés comme étant quelque chose de très intéressant et une avancée importante. Et on souligne permise par l'empereur. Alors dans cette revue, on va y voir des articles très différents de ce qu'on peut voir, sauf que quand même on a des revues qui sont des revues plus pratiques que d'autres, où on pouvait voir déjà ce genre de choses. Alors, mais on ne verra que des choses qui ont trait directement aux travaux de Viollet-le-Duc et de sa petite équipe. Le premier bâtiment publié est une manufacture. Et ce qui est aussi tout un programme, c'est la manufacture de Sèvres. C'est un bâtiment qui ne sera jamais publié ailleurs. C'est un scoop. Ah zut, voilà, je vais fixer les choses. Et avec un plan masse, pour simplement montrer quelle est l'organisation, si vous voulez, l'organigramme d'un programme, qui est le programme d'une manufacture d'État, avec en gris et noir le musée qui est à l'avant et à l'arrière les ateliers de fabrication. Quelque chose qui est très important à mon avis dans l'histoire de l'architecture au XIXe siècle et qu'on sous-estime et qui est publié là, et la Gazette des architectes du bâtiment aura d'ailleurs l'occasion de publier quelques années plus tard une œuvre de Saulnier, Jules Saulnier, qui n'est pas l'usine à Noisiel, mais qui est la pharmacie centrale de Saint-Denis, et qui sera aussi là l'un des seuls endroits où on publiera ce bâtiment industriel qui a été inscrit monument historique, mais qui malheureusement a été détruit en partie. Alors, premier bâtiment, un plan masse, la manufacture de Sèvres. Et puis, en comparaison, et là, une première égratignure à l'Académie, et quelque chose d'assez humoristique, en fin de compte. On salue l'œuvre de Louis Duc, mais à travers le comble du bâtiment des archives du palais de justice. On dit vraiment, ce type est très fort. Il arrive à faire un bâtiment d'archives où il renforce les planchers. Or, Louis Duc est considéré par le pouvoir comme certainement l'architecte le plus important de son temps, et choisir de publier Louis Duc avec le bâtiment des archives et le comble, c'est un comble, justement. Et donc, l'idée est de voir que c'est un comble métallique et que même Louis Duc sait dessiner l'architecture métallique. Et nous avons là, si vous voulez, l'esprit un peu impertinent de la revue quand on la lit et quand on comprend un petit peu le contexte de l'époque. L'un des bâtiments manifestes qui est publié, le premier, c'est l'école commerciale de la Chambre de commerce qui est rue Truden et qui est due au premier architecte qui est publié, autre que Laudin, qui n'a pas laissé véritablement de postérité et qui n'a fait que la manufacture de Sèvres. Le premier architecte qui est dans la garde rapprochée, donc c'est Juste Lich. Il y aura une garde rapprochée comme ça, Juste Lich, Eugène Millet, Maurice Auradou, et c'est tout. Après Anatole de Baudot, et ce sont les quatre. Ensuite,
un deuxième cercle, dont on a évoqué les noms, Dutoit, Esquier, d'autres, évidemment, Darcy, qui sera très très vite très proche. Darcy qui est publié d'ailleurs avec le tombeau de Delacroix et avec une critique qui est assez étonnante. Bon, je ne reviens pas là-dessus puisque je me focalise sur l'année 1863. Alors cette école, c'est une école intéressante, mais c'est somme toute un bâtiment très modeste, et ce qu'on publie en même temps, c'est le mobilier de cette école. Bon, souvent, on fait le lien entre Viollet-le-Duc et l'Art Nouveau, mais à vrai dire, le fait de contrôler totalement l'environnement construit n'est pas nouveau. Et dans la Gazette des architectes et du bâtiment, donc, on fait suivre la publication d'un bâtiment par son mobilier. C'est une école, le mobilier sert à l'instruction, ce n'est pas non plus un hasard, et c'est une étude de menuiserie où on va notamment très précisément regarder comment c'est articulé. Bon, pour un architecte de l'époque, bien élevé et bien éduqué à l'école des Beaux-Arts, tout ça semble totalement anecdotique, mais je pense que ça a un sens, évidemment, lorsque nous sommes dans le milieu viollet-le-ducien. Autre chose est totalement mélangée aux planches contemporaines, une planche qui a trait à la restauration. Dans cette revue, on ne fait absolument aucune différence entre les projets de restauration et les projets, disons, de création. Et là, cette planche m'intéresse parce qu'en fait, il s'agit d'une poutre de la restauration du château de Saint-Germain, qui a été restaurée sans doute par l'ami le plus proche de Viollet-le-Duc, avec qui il s'entend très bien, qui est Eugène Millet, et qu'il a toujours soutenu, peut-être la personne qu'il admire le plus dans l'architecture. Donc, Eugène Millet, qui restaure le château de Saint-Germain pour en faire le musée des Antiquités nationales, et qui fait ce système de poutres. Système de poutre publié en 1863, alors qu'en 1863, Viollet-le-Duc fait exactement le même système de poutre au château de Pierrefonds. Donc là, on voit que la revue sert évidemment à diffuser les connaissances, mais sert aussi à l'échange. Et on voit que le maître, entre guillemets, reçoit parfois des leçons de ses élèves, et que tout ça n'est pas à sens unique. Alors c'est une poutre intéressante, et ça rejoint aussi le discours sur l'économie de Viollet-le-Duc. Bon, ici, vous comprenez comment c'est fait. Ce n'est pas une seule et unique poutre, hein. Vous avez une armature métallique qui se trouve ici, avec des tirants. Il y a ici 4 poutres au lieu d'une. On nous explique que tout ça est beaucoup plus solide puisque l'arbre est plus jeune. En plus, c'est beaucoup mieux de couper des arbres plus jeunes que des arbres très vieux. C'est plus économique. Et on nous montre ce détail, qui est un détail, certes relatif, qui est plutôt moderne, mais avec du matériau qui est très traditionnel. Alors, en matière d'édifices, on voit publier des tout petits édifices. Et ce ne sont pas des édifices qu'on pourrait attendre dans l'entourage de Viollet-le-Duc, a priori, si on faisait une histoire des styles, et en tout cas une histoire directement dans le prolongement de ce qu'il dit dans le dictionnaire raisonné de l'architecture. Là, c'est une église de Ouradou, pour une ville de l'Aisne qui est toute petite, pour un tout petit village qui s'appelle Cuffy, et qui, en fait, est faite d'une série de pignons qui, vous voyez, se succèdent, sur lesquels on va mettre la charpente, tout ça pour gagner de l'argent, pour que ce soit pas cher. Et tous ces projets sont publiés avec un devis. Et cette église coûte à peu près aussi cher qu'une maison de campagne qui est publiée dans la même revue. Et donc l'objectif, c'est l'économie. Et c'est la création quand même, qu'on le veuille ou non, même si vous pensez que c'est très simple, d'une qualité spatiale, comme on dirait aujourd'hui, particulière, avec très très peu de moyens. Il n'y a pas de discours sur la voûte en pierre, il n'y a pas de discours sur les arcs-boutants, on va à l'essentiel, et pourtant on est au cœur de la culture viollet-le-ducienne en 1863. Alors, on publie des immeubles d'Anatole de Baudot, c'en est un autre, tout à l'heure on en a vu un autre, ça c'est le premier qui a été publié dans la Gazette des architectes du bâtiment, qui est un immeuble dans le quartier de l'Europe, qui effectivement est assez proche de ce que peut faire Viollet-le-Duc à la même époque. Voilà. Alors par contre, j'aimerais vous faire une série de citations, même si c'est pas très long, mais ça peut être relativement fastidieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de cette équipe rédactionnelle est de contrôler de visu tous ces bâtiments, de ne pas trop embêter la revue générale d'architecture, mais très très vite le ton monte.
Et la première fois, dans le 3e numéro, c'est-à-dire très très vite, on prend comme tête de turc Charles Garnier. Et Charles Garnier est un personnage qui, en 1863, a quand même déjà une envergure importante. Il a été choisi très jeune pour faire l'opéra 2 ans auparavant, mais on n'attaque pas impunément un Grand Prix de Rome de cette manière. Voilà ce qu'il est dit. Parmi les choses étranges que Paris est destiné à voir en ce siècle, il faudra placer en première ligne la construction de la nouvelle salle de l'opéra. La réalisation au moyen de quelque chose comme 30 millions d'un projet d'école, c'est-à-dire d'un de ces projets que l'on croyait irréalisables et qui jusqu'à ce jour était destiné à apparaître quelques heures dans les salles d'exposition du Palais des Beaux-Arts pour aller s'enfouir après l'obtention d'une médaille dans les cartons de son auteur. Donc ce ton-là est absolument étranger, par exemple à la Revue Générale de l'Architecture, et on voit bien que le combat est sévèrement lancé. Alors, dans l'article qui concerne le salon de 1863, la personnalité qui est égratignée, c'est Prosper Moret. Et pour la petite histoire, Prosper Moret avait laissé sa place à Viollet-le-Duc au Conseil général du bâtiment civil, le pauvre, pour aller en expédition archéologique. Mais alors là, boum, ce n'est pas signé par Viollet-le-Duc, mais par Viollet-le-Duc fils. Et donc on s'en prend à son projet de l'église Saint-Èvre à Nancy, où on le dit, qui est donc exposé au salon de 1863, et je cite, dans un style gothique qui lui est étranger, à Prosper Moret. Voilà, en fait, c'est quand même relativement dur par rapport à ce que l'on peut voir autrement, ailleurs en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on dit lorsqu'on est positif. Alors, qu'est-ce qui est positif ? En parlant de l'école commerciale que je vous ai montré tout à l'heure, on dit que c'est un bâtiment habile, soigné, rationnel jusqu'en ses moindres détails, qui se montre et se fait comprendre, sans se cacher derrière les ornements en contradiction avec la construction. Bon, ce qui est très important, je pense que c'est un bâtiment qui se montre et qui se fait comprendre, et souvent, j'insiste sur cette qualité, notamment dans les projets de restauration de cette époque-là, pour des gens qui sont pas très loin, justement, de Viollet-le-Duc. Alors, Viollet-le-Duc apparaît peu, et quand il apparaît pas masqué, mais il ne fait pas d'article directement, alors qu'il a l'habitude d'écrire très bien. Ici, il apparaît la première fois, quasiment dans le premier numéro, avec le comble en métal de la restauration du château de Pierrefonds. Et là aussi, c'est un exemple de ce mélange qui existe entre des projets qui sont des projets de bâtiments construits ex nihilo et de bâtiments qui sont repris ici assez lourdement, puisque le logis a été vraiment bien reconstruit. Le comble est un comble métallique dessiné par Viollet-le-Duc. Toutes les toitures de Pierrefonds sont métalliques, sauf les 2 premières tours qu'il a restaurées un petit peu avant. Alors, apparaît après Anatole de Baudot. Alors, Anatole de Baudot, il fait son apparition dans le numéro 10 de la revue pour l'année 1863, et par la suite, il sera co-directeur de la revue avec Viollet-le-Duc fils. Et de Baudot a quand même un ton encore plus dur, et on peut peut-être en juger avec ses phrases. De Baudot fait le compte-rendu du concours du Grand Prix de Rome pour l'année 63. Le gagnant est alors M. Brune. M. Brune a obtenu la récompense suprême. C'est pourquoi nous commencerons par l'examen de son projet, quoique cependant nous ne le trouvions pas supérieur à tous les autres. L'auteur a exposé ce qu'on appelle en termes d'atelier un projet de Grand Prix, c'est-à-dire une œuvre dépourvue d'imagination. Il a réussi, nous l'en félicitons, en lui rendant d'ailleurs la justice d'ajouter que son projet est préférable à d'autres couronnés avant lui. Voilà. Donc, en forme de haïku, c'est très très sévère, et c'est Anatole de Baudot. On parlait de son architecture sèche, mais en tout cas, son discours est très efficace et très ciblé. Et d'ailleurs, je dois dire que parfois, je me dis que peut-être certains articles signés Viollet-le-Duc pourraient peut-être avoir été écrits par Anatole de Baudot, qui est quelqu'un qui écrit vraiment d'une manière très très proche du maître, mais surtout quand même souvent plus méchant. Voilà. Alors, d'autres images peut-être qui peuvent vous paraître surprenantes. Dans cette revue, on ne fait aucune distinction entre l'architecture et les objets. Ça, c'est important parce que ici, ce qu'on veut démontrer, c'est un calice qui est dessiné par Viollet-le-Duc pour la maison Bachelet, qui est une maison d'édition de calices et d'orfèvrerie. Et donc, l'idée est de fournir un dessin qui pourrait être réalisé dans différentes matières.
Et c'est le sujet de la rédaction de l'article qui vient avec ce dessin, où on nous explique que tout l'objet, tout le projet qui est là est de passer de formes géométriques à d'autres formes géométriques avec des outils qui sont des outils pratiques et qui peuvent être réalisés relativement économiquement ou relativement chers en fonction de la demande du commanditaire. Et c'est assez intéressant parce que on a véritablement le même discours sur l'objet que sur l'édifice. Et cette revue me paraît aussi assez originale à ce point de vue-là. Mais passons à l'étude sur l'exposition universelle de 67, qui est un peu le centre de mon sujet. Parce que là, c'est l'introduction est rédigée par Viollet-le-Duc. Donc ces études paraissent au nom de la Gazette des architectes et du bâtiment, certainement des livraisons qui sont des livraisons qui ont peut-être commencé en 67, mais en tout cas, moi j'ai le livre qui a été publié en 69, parce qu'en fait il est publié par Veuve Morel à la suite du décès de Morel, et donc ça indique que nous ne sommes pas en 67, mais environ 1 an et demi ou 2 ans plus tard, lorsque l'on recueille en tout cas ces livraisons en ouvrage. Cet ouvrage pour moi est fondamental pour comprendre l'exposition de 1867, c'est le plus intéressant de tous les comptes rendus qui sont donnés pour l'exposition, avec donc les comptes rendus des... Vous savez, comment on appelle ça, des associations ouvrières dont on a les archives, enfin les publications à la bibliothèque du Conservatoire des Arts et Métiers. Alors, l'étude sur l'exposition universelle de 67 est une étude où on peut voir comme un programme d'école. L'introduction est rédigée selon un plan qui est repris en tête et imprimé devant l'introduction du Viollet-le-Duc et qui fait corps avec son introduction et qui est comme un programme. En tout cas, j'aimerais le prendre devant vous comme un programme d'école. Je pense qu'il est assez étonnant de se pencher sur l'énoncé du découpage du livre, de ce compte-rendu, en chapitres distincts, avec cette introduction rédigée cette fois-là par Viollet-le-Duc en personne et qui est comme un programme. La discipline qui vient en premier dans ce compte-rendu est, en fin de compte, la discipline qui a trait à l'étude de la structure. Et le bâtiment il y a évidemment beaucoup de bâtiments à l'exposition universelle autour du palais central, mais on va choisir le palais central, on va choisir une étude de cas particulière. Et voilà ce qui est dit dans la profession de foi de Viollet-le-Duc qui... un peu après donc l'énoncé de ce plan, nous dit, je cite, qu'il souhaite aborder les problèmes par la société moderne. Et le mot moderne est lâché, c'est pas la première fois qu'il l'emploie, mais en tout cas il va l'employer souvent dans cet article qui me semble donc là exemplaire aussi à ce titre-là. Voilà ce qu'il continue à dire. L'idée heureuse d'exposer avec les produits de notre industrie ceux des industries du temps passé est certainement une des meilleures inspirations de la Commission impériale. Elle découvre tout d'abord un fait certain, c'est que nos produits modernes ont en moyenne, au point de vue de l'exécution, une supériorité marquée sur les produits analogues anciens. Isolés avec art, les produits anciens sont entourés de ce respect que les amateurs savent inspirer pour leurs trésors, et ces objets acquièrent une valeur absolue. Mais au Champ de Mars, l'égalité commence. Il n'y a là ni aristocratie ni peuple. C'est la démocratie des produits humains. Le temps, les titres, la poussière vénérable ou la patine séculaire ne font rien à l'affaire. Ça, c'est étonnant. Donc, pourquoi ici, donc, dans cette structure annulaire que vous connaissez sans doute, le centre est occupé par une galerie de l'histoire du travail et des œuvres d'art anciennes. Et donc, en fait, l'objectif, effectivement, du commissaire d'exposition a été de mélanger les œuvres d'art anciennes avec les œuvres du travail ancien, avec les œuvres du travail contemporain. Et là, Viollet-le-Duc dit clairement, le passé ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, à l'exposition en tout cas, c'est la société du présent. Et ça, c'est extrêmement important, il est très clair là-dessus, et parfois, je me demande pourquoi on ne fait pas apparaître ce texte et d'autres d'ailleurs, où il est assez clair sur ce projet.
Il continue. Il ressort de l'exposition pour nous autres architectes un fait considérable. À notre avis, de son exacte appréciation dépend, sinon l'avenir de l'architecture qui se tirera toujours d'affaire, au moins la destinée des jeunes générations d'architectes. Et donc on voit bien que l'expo est une école. C'est la destinée des jeunes générations d'architectes qui est en jeu. Et il parle, en fait, il dit, sinon l'avenir de l'architecture, au moins la destinée des jeunes générations. C'est quelqu'un qui, enfin, Viollet-le-Duc là fait référence au discours de l'Académie qui parle de l'avenir de l'architecture, alors que lui se pique de toujours parler du présent de l'architecture, ce qui est une dimension qui me semble aussi devoir être relevée. Et je cite toujours, « Évidemment, les barrières établies à tort ou à raison entre les diverses branches de l'industrie qui touchent à l'art de bâtir s'abaissent et doivent être tôt ou tard supprimées. Après l'exposition, les distinctions d'ingénieurs, des ponts et chaussées civils, d'architectes auront perdu de leur valeur et si administrativement elles se maintiennent longtemps encore, il est évident que pour le public, elles n'auront pas de sens. L'exposition universelle de 67 aura montré qu'en Angleterre comme en Prusse ou en France, des hommes qui s'occupent de l'art de bâtir, qu'ils appartiennent au génie civil ou militaire, à l'architecture proprement dite, au génie maritime, ont apporté aux grandes industries des constructions leur contingent d'idées fécondes et de perfectionnement pratique d'applications ingénieuses. Donc il est clair que là, il le dit plusieurs fois dans son texte, qu'il n'y a plus aucune césure entre le travail de l'architecte et le travail de l'ingénieur, à l'occasion donc de ce compte-rendu de l'exposition. Alors, pour en venir à la division du texte et à l'enseignement que l'exposition peut procurer aux jeunes générations, donc l'idée est d'analyser un bâtiment contemporain au point de vue de sa disposition, de sa structure. C'est le premier chapitre, et ce bâtiment contemporain, c'est le palais de l'exposition lui-même. Alors, le palais, après, sera décrit par quelqu'un qui est répétiteur du cours de construction de l'École centrale des arts et manufactures, ou l'École centrale d'architecture, d'après le tableau que j'ai vu, qui s'appelle Laurence Chaperon, qui est un ingénieur brillant et qui va donner beaucoup de comptes rendus pour la Gazette des architectes et du bâtiment. Et l'idée est en fait de voir comment, dans un édifice, on installe un programme avec sa dimension économique, quelle partie de distribution intérieure on choisit et quel mode constructif est adopté pour l'occasion. Donc c'est pratiquement, ce qui me fait sourire, ce qu'on dit à nos étudiants aujourd'hui, même si, enfin pas en restauration, mais à l'école d'architecture, pour prendre connaissance de la dimension de leur projet quand ils le commencent. Comme dans la revue, on trouve ensuite, on trouve un cours sur les matériaux, en tout cas un chapitre, le deuxième chapitre, après l'analyse de la structure, c'est les matériaux. Quels sont les matériaux que l'on peut voir à l'exposition et qui peuvent servir aux jeunes générations, justement. Alors l'idée est d'observer les produits bruts et les produits ouvrés des industries extractives. Et donc là, on va chercher très très loin sur les métaux, les pierres, les ardoises, les couvertures, les produits céramiques, les produits forgés. Mais ce discours sur les matériaux s'accompagne d'un discours sur les procédés de fabrication qui dépendent du bâtiment, et c'est le troisième chapitre. On n'en est pas encore à analyse architecturale, on n'en est qu'au début. Donc pour Viollet-le-Duc et son équipe, il est urgent de diffuser l'information sur les questionnements, sur les bétons. On en parle dans la Gazette des architectes et du bâtiment, et même si, évidemment, Viollet-le-Duc directement déteste les bétons, et notamment le béton romain, comme vous le savez sans doute. Donc, questionnement sur les bétons et différents types de ciments disponibles, sur les utilisations novatrices du plâtre, de la terre cuite, des briques, des tuiles, de la plomberie en couverture, de l'emploi du fer dans les charpentes, pour les fermetures et les rideaux de protection, dans les persiennes et même dans les croisées. Alors voilà ce que l'on voit comme illustration. L'illustration, une des toutes premières illustrations, c'est cet écorché, mais qui est plutôt donc une analyse de la structure plutôt qu'un véritable, je dirais, dessin d'architecte. Hein. Ce n'est d'ailleurs pas le dessin d'architecte, c'est une interprétation du critique d'architecture qui dessine et fait dessiner et graver ces images. Il y a ce qui l'intéresse beaucoup, en tout cas ce qui semble l'intéresser beaucoup, les premières menuiseries métalliques. Au château de Pierrefonds, nous avons toute une série de menuiseries métalliques, système Dumas, montré à l'exposition universelle de 1867.
les volets de protection. Donc souvent les étudiants me disent mais comment on connaissait déjà les volets en fer, etc. Oui, bien sûr, dans les projets de maison, et si on prend les entretiens sur l'architecture, son projet de maison 1 a un rideau de fer de protection, donc vu à l'exposition de 1867. Et le quatrième chapitre avant l'analyse architecturale, et ça c'est aussi extrêmement, je pense, d'actualité, c'est un chapitre qui concerne le chauffage, la ventilation et l'éclairage des bâtiments. Et cette planche, qui me semble aussi très moderne d'inspiration, qui nous montre un bâtiment qui est construit à partir d'une chaudière et à partir d'un système de chauffage. Donc c'est un bâtiment qui est le bâtiment de la Compagnie des chemins de fer de Lyon, rue Mazas à Paris. Et donc en fait, ce n'est pas une planche que l'on voit généralement dans les revues d'architecture, mais on montre par la coupe que les systèmes de transport de la vapeur et de l'eau et de ventilation déterminent quasiment la coupe du bâtiment, sinon son plan. Et là aussi, on a un discours qui est extrêmement novateur à mon avis par rapport à la dimension que l'on trouve certainement dans l'enseignement à cette époque-là. Alors, pour en venir à l'analyse architecturale, ça c'est Anatole de Baudot qui fait l'article. Et dans toute l'exposition, il n'y a que 3 choses qui l'intéressent. La première chose, ce sont les maisons ouvrières. Donc, pour Viollet-le-Duc et son milieu très rapproché, la jeune génération doivent s'instruire d'un programme qui, pour l'instant, n'intéresse que très très peu d'architectes, qui est le thème de la maison ouvrière. Alors, la maison ouvrière, il y a des publications, notamment dans la Revue Générale d'Architecture. Ce n'est pas forcément la dimension la plus novatrice que l'on voit ici. La deuxième chose, et ça c'est quand même plus étonnant, et qui est montré, c'est la maison norvégienne, en bois. L'article qui vient avec cette image est un article qui laisse ouvrir des possibilités quant à construire en bois, et la modernité en fait de la construction bois à cette époque-là, à partir de ce que l'on peut voir dans les maisons en Suède et en Norvège, et notamment la maison de la section norvégienne à l'exposition de 1863. C'est assez étonnant puisque vous pouvez imaginer qu'en de l'expo de 67, vous pouvez imaginer qu'en 67, on a beaucoup d'autres exemples à prendre. Or, c'est le deuxième exemple qu'on prend. Et le troisième, pour rejoindre la question qui a été énoncée tout à l'heure, c'est Anatole de Baudot là, qui parle et qui choisit ses illustrations. La troisième voie, c'est l'orientalisme. À l'exposition de 1867, avec 2 sections. La section du Bosphore, qui est mise en scène par Henri Parvillet, qui va faire un ouvrage qui sera lui-même introduit par Viollet-le-Duc. Avec donc la section du Bosphore où il y a une mosquée, mais il y a aussi le pavillon du Bosphore, et puis la section de l'Égypte où il y a un caravansérail par un architecte qui s'appelle Jacques Drevet, avec cette image particulière. Alors qu'est-ce que Anatole de Baudot cherche dans l'Orient, ce qui peut nous paraître étonnant, et donc on le voit énoncé dans son article, c'est un nouveau système de proportion et un système géométrique de décoration. Et ça, c'est la piste, donc, pour les jeunes générations. Alors, c'est vrai que tout le monde s'en souviendra, sans doute Anatole de Baudot, bien sûr, au premier chef. D'autres vont oublier tout ça, et on devrait s'interroger sur les raisons de cet oubli ou de cette dénégation. Voilà. Merci Jean-Paul pour cette présentation. On est plus encore qu'avant, on est en train de creuser l'architecture du présent ou l'architecture de l'avenir, mais on est vraiment sur cette deuxième partie ou cette deuxième ambition de la vie de Viollet-le-Duc. On va finir la journée avec l'intervention de monsieur Laurent Baridon, qui portera sur « Voir, c'est savoir », des choses qu'on a peut-être déjà entendues, le paradigme scientifique de Viollet-le-Duc. Alors, monsieur Baridon, a été maître de conférence à l'université de Strasbourg 2, maintenant qu'il n'est qu'une seule université, puis professeur actuellement à l'université de Lyon 2 et chercheur au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes du CNRS, où il dirige l'équipe Art, Imaginaire et Société.
dont la diversité des approches est mise à profit pour étudier les relations entre la production des œuvres d'art et l'écriture de l'histoire de l'art. Les différents champs chronologiques dans lesquels s'inscrivent les recherches de ce laboratoire permettent de mettre en perspective les approches les plus récentes avec les historiographies fondatrices de l'histoire de l'art. Laurent Baridon a notamment publié L'imaginaire scientifique de Viollet-le-Duc. Donc je lui laisse la parole pour cette dernière intervention de la journée. Merci beaucoup. Je dois vous présenter d'abord des excuses et vous faire part de mes regrets de n'avoir pas pu suivre l'ensemble de la journée. Je dis cela parce que je dois le faire d'abord, et ensuite parce que je risque de répéter un certain nombre de choses, et à commencer par cette phrase fameuse de Viollet-le-Duc, voir c'est savoir. J'aurais pu l'intituler Dans les yeux de Viollet-le-Duc, c'eût été évidemment un peu immodeste, puisque d'après le titre, vous comprenez qu'il aurait fallu que je sois aussi dans sa tête, et au terme de cette journée, je suis persuadé que vous voyez un Viollet-le-Duc avec une tête non seulement bien pleine, mais très riche et très diverse. Et il est évidemment impossible d'approcher l'intellectuel qu'était Viollet-le-Duc, en plus d'être un artiste et un architecte et un historien, etc., etc. Alors je vais parler du paradigme scientifique de Viollet-le-Duc, ce qui sans doute appelle quelques définitions qui seront très brèves, rassurez-vous. Un paradigme, c'est une conception théorique dominante, dit le dictionnaire, une conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque dans une communauté scientifique donnée, et qui fonde des types d'explications envisageables et des types de faits à découvrir dans une science donnée. Alors, ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là que je l'entends, bien entendu, c'est plutôt dans le sens d'épistémé, dans le sens qu'utilisait donc Michel Foucault, notamment, ce qui correspond à une conception et à une représentation, un modèle intellectuel, finalement, du monde, qui fait sens dans une époque et qui construit même une époque, d'une certaine façon. Et ce qui me paraît important, en effet, avec Viollet-le-Duc, c'est qu'il fait partie de ceux, ils ne sont pas si nombreux finalement, qui ont contribué à forger l'épistémé de son temps, donc sa façon de concevoir le monde, de le représenter, de l'investiguer, de fonder des sciences. Et ce qui est remarquable évidemment chez Viollet-le-Duc, c'est ce que je voudrais montrer aujourd'hui dans le temps qui m'est imparti, c'est que cette épistémée du XIXe siècle, cette épistémée positiviste et scientifique, repose sur une conception du monde qui est d'abord personnelle, une vision du monde, une Weltanschauung, si on veut être un peu pédant à utiliser des termes philosophiques, une vision, je crois que vous avez déjà parlé de vision, mais c'est bien une vision du monde que je voudrais proposer ici, et que je voudrais décrire en utilisant des matériaux que les spécialistes de Viollet-le-Duc connaissent déjà, des matériaux qui tiennent à sa jeunesse et à sa formation personnelle. Autrement dit, je voudrais mettre en parallèle l'éducation qu'a reçue Viollet-le-Duc dans sa jeunesse, pour ce qu'on en sait, parce que c'est assez lacunaire, il faut bien le dire, et puis celle qu'il envisage de donner, non pas tellement aux architectes, mais plutôt à la population française, à la jeunesse française, après 1870, après la défaite notamment de 1870. Alors vous voyez que j'essaye de ne pas répéter trop de choses qui ont été déjà dites, et que pour ce faire, je ne vais pratiquement pas parler d'architecture, ce qui est un peu paradoxal, j'en conviens, mais pas du tout provocateur. C'est parce que je pense que Viollet-le-Duc c'est en effet d'abord construit, si je puis dire, en tant qu'artiste, en tant que dessinateur, et que c'est par ce biais qu'il a appréhendé le monde et qu'il a forgé ensuite une conception de l'architecture, avant, dans la deuxième partie de sa vie, et même dans la dernière partie de sa vie, d'ouvrir cette conception de l'architecture vers, à nouveau, une conception du monde, afin de la transmettre aux plus jeunes générations. Dans ce processus, le dessin, je l'ai dit, joue un rôle très important, mais aussi le dessin dans le livre. Et on sait l'importance des livres de Viollet-le-Duc, parce que d'abord on les a tous, on les a parcourus, ou du moins certains d'entre eux, et parce qu'ils sont très nombreux, et que ces livres ont la particularité d'être illustrés, et c'est ce qui a toujours fait, bien entendu, leur pouvoir de séduction, leur pouvoir également, leur capacité à convaincre,
leur pouvoir de conviction. Et c'est de ce point de vue que je voudrais donc aborder des ouvrages qui sont assez connus et qui sont présents dans la belle exposition, les histoires, la fameuse série des histoires chez Hetzel. Donc tout d'abord, je voudrais revenir sur sa jeunesse, ou sur quelques aspects de sa jeunesse, et en particulier le moment où, à partir de 1824, Eugène Viollet-le-Duc et son frère Adolphe sont mis en pension à Fontenay-aux-Roses, dans un établissement qui est dirigé par un certain monsieur Morin, que je n'ai pas réussi à cerner, je n'ai pas trouvé son prénom véritablement, mais on a tout de même quelques informations sur cette pension Morin, où séjournent donc assez longuement Eugène et son frère Adolphe. Cette pension est située dans un établissement, dans une maison en fait, qui date du XVIIIe siècle, qui appartenait à l'abbaye Sainte-Geneviève. Et un château existe également, qui est acheté par ce fameux monsieur Morin, qui avait déjà un établissement scolaire à Paris. Et cette demeure, cette propriété, reste la propriété de M. Morin jusqu'en 1851, moment où le collège parisien Sainte-Barbe, bien connu, ouvre une sorte de succursale qu'il appelle donc Sainte-Barbe des Champs, Sainte-Barbe des Champs. Et c'est un moment où le collège Sainte-Barbe est dirigé par Alexandre Labrouste, le frère des deux architectes, Henri et Théodore, et c'est d'ailleurs Henri Labrouste, et peut-être avec Théodore, les sources divergent, qui entreprend le réaménagement de cet établissement. Vous le voyez, je pense, assez clairement dans le style de ce pavillon de Fontenay-aux-Roses, donc, de la pension Morin, après, évidemment, que l'établissement Morin ait disparu, quelques années après seulement. C'est pour évoquer cet établissement, mais qui n'est pas celui donc qu'a connu Viollet-le-Duc. De la même façon, c'est une sorte de fausse piste que je vous propose avec cette chapelle, œuvre du sculpteur Viollet-le-Duc, avec un seul L, vous apprécierez l'approximation de la légende, mais qui est une carte postale, vous l'avez compris, qui montre la chapelle que Viollet-le-Duc avait construite au Petit Séminaire de Paris en 1862, et qui a été démontée par Ruprecht Robert, un de ses collaborateur, donc, pour suivre Jean-Paul Midan, un de ses collaborateurs, qui a remonté cette chapelle, à la fin du XIXe siècle, à la toute fin du XIXe siècle, chapelle qui a été détruite, rassurez-vous, enfin, si je puis dire, vous ne l'avez pas manqué, elle a été détruite en 1974, malheureusement, mais c'est un témoignage indirect, très indirect, vous le voyez, de la présence de Viollet-le-Duc dans cette pension Morin, puisqu'encore une fois, elle est bien postérieure à son passage dans cet établissement à Fontenay-aux-Roses. Alors pour parler directement de cette pension Morin, il faut savoir que c'est un établissement assez avant-gardiste dans les années 1820, au moment où les frères Viollet-le-Duc le fréquentent, qui reçoit des brevets, si je puis dire, des approbations du Conseil royal de l'instruction publique en 1829 pour y enseigner la philosophie, notamment, et où passent des élèves qui deviendront connus et prestigieux. D'abord Aimé et Émile Millet, qui sont des proches de Viollet-le-Duc, Auguste Duménil, qui est un zoologue, les enfants de Talma, tragédien, les enfants de la famille Polonceau, l'ingénieur que vous connaissez certainement. Il y a là tout un milieu que l'on retrouve évidemment dans le Paris du XIXe siècle et dans les sociabilités ou du moins les relations professionnelles que Viollet-le-Duc développera tout au long de sa carrière. Cet établissement Morin enseigne des matières scientifiques et classiques, depuis l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les petits-enfants jusqu'à la rhétorique, en passant par la botanique, la chimie, la physique, l'histoire, le dessin, la géographie ancienne et moderne, les langues vivantes évidemment. On enseigne les langues mortes à partir de la méthode de Jean-Jacques Ordinaire et en mettant en œuvre la méthode mutuelle pour ceux qui connaissent un petit peu la pédagogie du XIXe siècle. Il y a des préparations également à l'école polytechnique,
à l'École centrale des arts et manufactures et à Saint-Cyr. C'est donc un établissement qui n'est pas du tout un établissement marginal, hein, c'est un établissement très important où les familles de la haute bourgeoisie parisienne mettent leurs enfants, en particulier parce que c'est un lieu où eh bien, il y règne un climat, si ce n'est apaisé, en tout cas assez convivial, qui accepte toutes les convictions religieuses et politiques. Alors Morin est, semble-t-il, lui-même un libéral anticlérical, mais qui s'efforce de maintenir la paix dans son établissement. Ce n'est pas sans mal, il y a quelques anecdotes sur un professeur soupçonné d'être jésuite et qui est chassé donc par la force d'un chahut. Alors c'est pas un chahut organisé par Viollet-le-Duc lui-même, hein, rassurez-vous, ça se passe un petit peu plus tard, mais il y a des épisodes dans l'histoire de cette institution que l'on connaît, mais pourtant c'est reconnu comme un lieu finalement où les convictions pouvaient se croiser. Quelques mots encore sur cette école. Pour ses enseignants, qui sont cités par Paul Gou, un des premiers biographes de Viollet-le-Duc, parfois en déformant les noms, mais on arrive tout de même à les reconstituer. En particulier, je voudrais en citer quelques-uns, donc en particulier Jean-Daniel Guignot, qui n'est peut-être pas très connu aujourd'hui, mais qui était un helléniste assez reconnu tout au long du XIXe siècle, puisqu'il est mort en 1876. Il a notamment traduit les religions de l'Antiquité de Georg Friedrich Kreutzer. Il a augmenté la galerie mythologique d'Aubin-Louis Millien de Grand-Maison, un antiquaire très important autour de la Révolution française. Il a été secrétaire général du Conseil royal de l'instruction publique. Évidemment, j'insiste sur les liens avec les institutions de l'instruction publique, vous le voyez, et il a été chargé de cours au Collège de France où il a remplacé Jules Michelet. C'est pas non plus vraiment quelqu'un de marginal, vous le voyez. Je voudrais citer aussi Philippe Lebas, qui est le fils du Philippe Lebas révolutionnaire que vous connaissez peut-être, qui s'est suicidé en 1794. Le fils de Philippe Lebas est né en 1794, et il a été le précepteur de Louis-Napoléon, de 1844 à 1860, ensuite directeur de la bibliothèque de la Sorbonne, opposé à l'Empire d'ailleurs, mais il gardera de bonnes relations avec Napoléon III. Et il est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, responsable de la bibliothèque de la Sorbonne, etc. etc. Ce n'est pas non plus une personnalité d'arrière-plan, vous le voyez. Alors, bien d'autres noms apparaissent dans le corps enseignant de la pension Morin. Je ne citerai que Georges Farcy, qui est entré dans l'histoire pour avoir été tué lors de l'attaque des Tuileries le 29 juillet 1830. Et c'était un philosophe spiritualiste proche de Théodore Jouffroy, un philosophe très prometteur, même s'il n'a pas eu le temps de réaliser son œuvre. Donc cette pension Morin est en fait un lieu très intéressant que l'on connaît donc encore une fois de façon très indirecte par quelques témoignages et quelques souvenirs, et en particulier ceux de François Chon, qui était un ami de Delescluze, l'oncle de Viollet-le-Duc, et qui a raconté ainsi quelques anecdotes. Les méthodes d'enseignement dans la pension Morin paraissent avoir été aussi originales. J'ai cité l'enseignement mutuel, la méthode de Jean-Jacques Ordinaire. On sait, d'après Paul Gou, qui devait le tenir de Viollet-le-Duc, ou du journal de Viollet-le-Duc, puisqu'il existait un journal de Viollet-le-Duc, qu'on n'a plus, mais que Paul Gou cite, eh bien, on sait qu'on y enseignait certaines matières avec la méthode pestalozzienne, ou en tout cas qu'il y avait un esprit pestalozzien, du nom de Pestalozzi, le pédagogue suisse, une méthode pédagogique qui consistait finalement à cerner trois composantes essentielles, sensibles, techniques et intellectuelles. Donc l'enseignement technique était important, je le signale aussi parce qu'on va y revenir, et en disciple de Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi incitait les élèves à herboriser, à se promener dans la nature, à profiter des leçons de la nature, pour ainsi dire, par des promenades ou en cultivant des petits jardins. Et à la pension Morin, on sait qu'il était organisé des cavalcades où les élèves apprenaient évidemment à monter à cheval et faisaient des excursions qui étaient extrêmement prisées, très appréciées des élèves d'après tous les témoignages. Chez Pestalozzi, la dimension sensible était représentée par un intérêt pour l'image, très important.
Et dans le dictionnaire, dans l'article Pestalozzi du dictionnaire de Buisson, et dans l'édition de 1911, Viollet-le-Duc a collaboré à ce dictionnaire, je le signale en passant, pour la première édition. Donc dans l'article Pestalozzi du dictionnaire de Buisson, il est indiqué qu'à la fin de sa vie, à la toute fin de sa vie, Pestalozzi prévoyait de publier le livre des mères, des mamans si vous préférez, le livre des mères, qui donnera, je cite, au moyen de gravures enluminées, des notions intuitives sur les objets et leurs propriétés. Le plan général de l'ouvrage est conçu de manière à passer en revue les choses les plus essentielles du monde extérieur. Donc les mères feraient voir ces images aux enfants, même les mères les plus incultes, pourraient s'acquitter en quelque sorte de leur tâche de première institutrice, sans embarras et sans erreur, pour citer encore le dictionnaire Buisson, et pourrait placer donc entre les mains des enfants des livres d'images qui les initieraient au monde, qui constitueraient une première initiation au monde. Il y a bien d'autres aspects de l'enseignement dans cette pension Morin sur lesquels je passe rapidement. Juste un mot de la dimension militaire. Apparemment, on était formé à l'art militaire, non seulement parce qu'on préparait à Saint-Cyr dans les grandes classes, mais aussi visiblement parce que ça faisait partie de la conception du monde de Morin. Et ceci explique peut-être d'abord la passion de Viollet-le-Duc, évidemment, pour la polyurcétique, pour les fortifications. Je renvoie évidemment aux études sur Pierrefonds comme musée de la fortification en particulier, mais aussi sans doute les récits de désespoir profond que l'on trouve chez Paul Gou, d'un Viollet-le-Duc qui se décrit isolé dans la cour. Ce sont des lignes poignantes, mais auxquelles peut-être il ne faut pas accorder trop d'importance, parce qu'on a l'impression que Viollet-le-Duc a été immensément malheureux à Fontenay-aux-Roses à partir de ces quelques lignes, alors que je crois que c'est plus compliqué que ça. D'après ce qu'on sait maintenant de la pension Morin, on voit que par l'image, par la technique, par la part sensible, par la nature, le rapport à la nature, aux sciences naturelles, eh bien Viollet-le-Duc a dû beaucoup apprendre, en effet, dans cette pension Morin. Alors bien sûr, c'est bien connu, le personnage prépondérant dans l'éducation du jeune Viollet-le-Duc, c'est son oncle, Étienne-Jean de l'Écluse, que je ne présente pas ici, si ce n'est pour rappeler qu'il a été l'élève de Jacques-Louis David, et qu'il était bien sûr critique d'art, journal des débats, un critique écouté et très important avant la génération suivante, celle des Théophile Gautier, des Baudelaire, etc. etc. Les frères Viollet-le-Duc, Eugène et Adolphe, se rendent fréquemment chez leur oncle, qui a acheté à dessein une maison à Fontenay-aux-Roses pour être plus près de ses neveux, qu'il chérit véritablement, on le voit dans la correspondance, et non seulement donc pour les garder près de lui, mais aussi sans doute, et c'est même certain, pour continuer à parfaire l'éducation, notamment d'Eugène, qui d'après le témoignage de François Chon, donc, qui est un ancien élève de la pension Morin et qui est resté un ami de Delescluze, d'après François Chon, donc, Delescluze s'intéresse tout particulièrement à Eugène, en qui il a décelé des compétences extraordinaires. Alors je cite François Chon. « Eugène était surtout l'objet de sa sollicitude. Du moment où celui-ci, donc Eugène, a su tenir un crayon, M. Delescluze n'a cessé de diriger ses études artistiques. Je le voyais tous les jours examiner les dessins d'Eugène. Il en redressait les défauts, il en distinguait les qualités naissantes. Pas une esquisse, pas une œuvre commencée ou finie sur laquelle il n'ait jeté l'œil d'un connaisseur émérite, d'un maître à la fois bienveillant et sévère. Si Viollet-le-Duc a été un artiste de premier ordre, nous qui avons été les témoins des leçons domestiques incessantes qu'il a reçues de M. Delescluze, nous affirmons, en dépit de Sainte-Beuve, et quoi qu'ils aient pu différer de doctrine, que c'est l'oncle qui a fait le neveu. Le génie de l'un a été éveillé, puis encouragé par l'autre, par l'homme d'expérience. Seulement, quand l'élève a volé de ses propres ailes, il a pris son essor dans les régions qui convenaient à sa nature, mais qui lui avait attaché ses ailes, se demande François Chon.
donnant donc, vous le voyez, le premier rôle à Delécluze, défendant en quelque sorte la mémoire de son ami. Et le témoignage de François Chon, même si on voit bien il est orienté, aveuglé par l'amitié pour Delécluze dans une certaine mesure, est un témoignage quand même extrêmement fidèle, puisqu'il faisait partie des camarades de classe d'Eugène et d'Adolphe qui étaient invités chez l'oncle Delécluze les mercredis et les dimanches après l'office. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était dans l'intimité des Delécluze, Viollet-le-Duc à Fontenay-aux-Roses. Dans le cercle des relations de Delécluze à Fontenay-aux-Roses, il y a le fameux Jean-Baptiste Marc Bourgerie, dont Martin Bressani, j'ai plaisir à citer son nom pour évidemment mentionner son ouvrage récent sur Viollet-le-Duc, qui est paru au début de l'année. Donc Martin Bressani, depuis longtemps, depuis l'époque de sa thèse, a montré l'importance des conceptions organicistes et vitalistes dans la pensée de Viollet-le-Duc, et il s'est notamment appuyé sur la proximité entre Delécluze et Bourgerie pour en trouver l'origine, et je partage tout à fait son avis. Bourgerie est un médecin, et il est surtout connu aujourd'hui pour cet extraordinaire traité d'anatomie qui compte vraiment parmi les chefs-d'œuvre de l'image anatomique dans toute l'histoire de cette science. Et ce traité, je vous en montre quelques aspects qui évoqueront peut-être à certains d'entre vous des vignettes illustrant les livres de Viollet-le-Duc, l'histoire d'un dessinateur, peut-être pour les squelettes à droite, et puis plus généralement une structure anatomique que l'on retrouve, c'est bien connu, dans les études de structure architecturale, cette fois, de Viollet-le-Duc, dans le dictionnaire d'architecture Notre-Dame de Dijon, pour citer un exemple bien connu et qui a été analysé par Bruno Foucard il y a déjà bien longtemps. Et je suis persuadé, en effet, que non seulement les cours de Viollet-le-Duc, que Viollet-le-Duc pouvait suivre à la pension Morin, enfin c'est un autre extrait de... Je ne vais pas résister au plaisir de vous montrer cette magnifique coupe, mais c'est aussi pour suggérer, parce qu'évidemment c'est une sorte d'hypothèse un peu en l'air, que ces planches d'anatomie qui étaient conçues au moment où Viollet-le-Duc était à Fontenay-aux-Roses, ces planches d'anatomie ont peut-être eu une influence visuelle, mais sans doute aussi, et c'est certain, intellectuelle, sur la conception de l'organisme que Viollet-le-Duc présente dans ses travaux de restaurateur, d'archéologue et d'architecte en général, et peut-être même au-delà, par ce détail qui n'est pas simplement voyeuriste, par ce détail suggérer que ces ornements nerveux, ces attaches complexes des organes que représentent magnifiquement Jacob et Bourgerie, suggèrent toutes sortes de métaphores entre les règnes végétaux, animaux, minéraux, toutes sortes de métaphores qui, on le sait, ont intéressé Viollet-le-Duc tout au long de sa vie et qui apparaissent sous la forme de métaphores littéraires, cette fois, dans ses textes et en particulier dans le dictionnaire d'architecture. Donc l'influence de Delécluze est bien sûr très importante, elle se vérifie les années suivantes par des voyages où l'oncle et le neveu partent ensemble dans le midi de la France, en Provence, et on voit très bien que Delécluze initie Viollet-le-Duc à la minéralogie. Viollet-le-Duc a une collection de minéraux assez importante, c'est du moins Paul Gou qui l'affirme. Cette collection de minéralogie, il s'initie à la géologie, évidemment aussi, toutes sortes d'intérêts que l'on trouve tout au long de sa carrière, et vous le savez, jusqu'à ces dernières années, jusqu'à ses études sur le massif du Mont-Blanc, jusqu'à la carte du massif du Mont-Blanc, etc., etc. Donc ces voyages sont très importants. Je vous montre un dessin de Delécluze, du voyage en Touraine et Pyrénées, et c'est Delécluze qui incite Viollet-le-Duc à partir en compagnie d'Émile Millet dans les Pyrénées, et Viollet-le-Duc qui bien sûr rapporte de ce voyage des aquarelles, du cirque de Gavarnie en particulier, toute une série d'aquarelles et dans sa correspondance, il dit toute sa passion pour les montagnes, pour la géologie. Tout cela est bien connu depuis les travaux et les expositions sur Viollet-le-Duc à la montagne que vous connaissez certainement. Je passe à la deuxième partie de mon exposé qui sera un petit peu plus brève parce que je vois que le temps passe, en introduisant par cette reproduction d'un ouvrage
qui est à vrai dire pas très connu, de Jean-Baptiste Delestre, sur la physiognomonie. Il se trouve que c'est un de mes autres intérêts, c'est pourquoi j'ai découvert cette vignette, même si le nom de Viollet-le-Duc n'est pas cité. Il me semble que c'est un portrait de Viollet-le-Duc, très approximatif, je le concède, dans la légende qui l'accompagne. Ce sont les seules phrases, enfin, la seule phrase même qui l'accompagne, mais il me semble que ce professeur qui a besoin d'un air libre en Suisse, c'est en effet Viollet-le-Duc qui veut conserver toute l'indépendance de sa parole fière et savante. Le portrait n'est peut-être pas extrêmement réussi, mais il me semble tout de même le reconnaître avec un petit peu de certitude. Et si je vous montre cela, c'est d'abord pour ajouter une image à l'iconographie viollet-le-ducienne, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, mais c'est aussi pour évoquer donc cette fin de carrière, cette retraite extrêmement active qui se dessine progressivement à partir de l'échec à l'École des Beaux-Arts, au concours de l'Opéra, enfin, toutes sortes de choses que vous avez déjà entendues aujourd'hui et sur lesquelles je ne reviens pas. Pendant cette période, c'est bien connu, et Jean-Paul Bidan l'a rappelé, Viollet-le-Duc écrit énormément dans toutes sortes d'organes de presse et sur des sujets extrêmement divers et passionnants en effet, et qu'il faudrait un jour étudier très sérieusement et très systématiquement. C'est le programme d'un prochain colloque, à n'en pas douter. Mais je ne vais pas tellement vous parler de ça, je vais vous parler de quelque chose qui est peut-être beaucoup plus connu, mais néanmoins nécessaire ici, la série des histoires, ces petits volumes, qui ont été publiés chez l'éditeur Hetzel, l'éditeur de Jules Verne, Viollet-le-Duc reconnaissant lui-même qu'il voulait faire du Jules Verne architectural en traitant avec cet éditeur, qu'il avait déjà contacté d'ailleurs quelques années auparavant. Le projet ne s'était pas réalisé, Viollet-le-Duc était débordé, et finalement, donc, à partir de 1872, les contacts s'intensifient, et Viollet-le-Duc publie en 1873 l'histoire d'une maison, en 1974 l'histoire d'une forteresse, puis l'histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale, l'histoire de l'habitation humaine, et enfin l'histoire d'un dessinateur préalablement intitulé « Comment on devient dessinateur », qui est son dernier livre, pour ainsi dire, même si ce n'est pas son dernier texte. Et évidemment, je vais m'attacher plus particulièrement à ce dernier ouvrage, non sans avoir évidemment rappelé qu'il s'agit d'ouvrages illustrés. Bon, j'en ai pas pris d'image, mais je peux vous montrer les pages de titre et leur frontispice, d'ouvrages illustrés qui sont destinés à un public jeune, et pas du tout un public évidemment d'artistes ou d'architectes. Ils s'adressent à une jeune population française, avec des intentions qui sont très, très précises, et des intentions qu'il peut réaliser, puisqu'il faut quand même le rappeler, c'est un des rares auteurs du XIXe siècle qui puissent à la fois écrire des livres passionnants et les illustrer remarquablement. Cette double capacité est extrêmement rare, et son ambition, pourtant, est toute simple. Elle est effectivement une ambition très pragmatique, très pédagogique, enseigner cette jeune population française. Alors le programme de cet ensemble de petits volumes, de cet ensemble d'histoires, est un programme qui se définit progressivement en réalité. Il n'y a pas de plan établi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et une lettre de Viollet-le-Duc à Hetzel du 20 juillet 1874, conservée dans le fonds Hetzel de la Bibliothèque nationale, montre que Viollet-le-Duc parle en effet de l'histoire d'une cathédrale qui ferait, dit-il, un volume curieux, car les cathédrales ne sont pas ce qu'un vain peuple pense, c'est une citation de Voltaire, et tout en restant dans le domaine historique le plus rigoureux, il est facile de démontrer, par la simple exposition des faits, combien le clergé, depuis le XIVe siècle, a perdu de plus en plus le sens national qu'il possédait avant, pour se faire peu à peu le serviteur du despotisme, etc., etc. Je passe ces passages anticléricaux, je ne les cite pas entièrement, ils sont assez longs et qui témoignent d'une grande proximité intellectuelle entre Hetzel et Viollet-le-Duc, et qui expliquent donc aussi ce projet. Et puis ensuite, alors tout ça parce que Viollet-le-Duc refuse de faire un volume de plus sur les cathédrales, il dit ça ne m'intéresse pas du tout, moi je veux parler à des gens qui ne sont pas intéressés par le patrimoine, ce que disait Jean-Paul Bidan, il veut parler au présent de la société qui est en train de se faire, donc il ne veut pas du tout revenir sur des chantiers plus anciens, et donc il pense qu'il faut faire aussi l'histoire d'un hôtel de ville. Alors bien sûr les deux programmes seront fondus dans un seul volume, l'histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale, mais en 1974 encore, il pense qu'il faut faire deux volumes différents, la forteresse bien sûr, la maison qui représente la vie de famille,
C'est ainsi qu'il conçoit l'histoire d'une maison, ce qui ne sera pas tout à fait réalisé dans ces termes. Et puis, surtout, il évoque, je cite, « un traité d'enseignement pratique, depuis le dessin, qu'il faut apprendre en apprenant à écrire, et comme un langage unitaire ou uninaire, les deux existent, l'écriture de Viollet-le-Duc, vous le voyez, est assez difficile, c'est ce que vous voyez à l'écran, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais en tout cas c'est ce que vous devriez voir à l'écran. Je continue la citation. « J'ai ce premier fascicule disposé dans ma tête, ayant eu à m'occuper de l'enseignement du dessin toute ma vie. Puis viendraient les arts, comme on disait autrefois, qui dépendent du dessin. L'imagerie, là je ne suis pas sûr du mot également, la construction, la taille des pierres, la charpenterie, la serrurerie, la menuiserie, la couverture, la ventilation et le chauffage, la peinture décorative, l'hydraulique et l'aménagement des jardins. » Fin de citation. Donc il s'agit, en réalité, vous le voyez, d'un traité d'enseignement pratique qui va aboutir à l'écriture de l'histoire d'un dessinateur, l'histoire d'un dessinateur qui, en effet, n'est pas vraiment un traité de dessin. Si vous l'avez lu, c'est assez évident, bien qu'il y ait ce fameux petit chat au début, dessiné maladroitement et qui sert de base à l'apprentissage de Petit Jean, puisque c'est l'enfant qui est le héros de cette histoire. Mais en réalité, le destin de Petit Jean n'est pas du tout d'être un artiste, n'est pas du tout d'être un dessinateur, n'est pas du tout d'être un architecte. C'est d'être un industriel, ou du moins quelqu'un qui se consacre à l'art industriel et qui devient un chef d'entreprise, et même qui est élu par ses pairs à la tête d'organisations professionnelles, bref, qui devient un homme d'action très ancré dans la société et qui contribue à créer de la richesse, des décors pour la société tout entière, et pas pour une petite élite qui peut se payer les services d'un architecte. Donc l'histoire d'un dessinateur, le titre effectivement est assez curieux, ça ne correspond pas à comment on apprend à dessiner, ça serait déjà un peu plus exact, et en tout cas il me semble que cela fait écho à la formation de Viollet-le-Duc lui-même. Il y a, cela a déjà été noté, d'étranges parentés entre M. Morin, celui de la pension Morin, et M. Marjorin, qui est celui qui enseigne le dessin, entre guillemets, à Petit Jean. Et ce Majorin est aussi, d'une certaine façon, l'oncle de l'Écluse. Il y a des rapports de familiarité qui sont assez comparables au ton que l'on retrouve dans les lettres échangées entre Gênes et Étienne Jean de l'Écluse. Et dans l'histoire d'un dessinateur, donc, eh bien, on apprend la géométrie appliquée à la botanique, le dessin de perspective, la botanique, observation sur le terrain, leçon d'anatomie comparée, cours de construction et de charpenterie, voyage en Normandie, observation des fermes normandes, toutes sortes d'échos, vous voyez, au voyage que Gênes a fait dans sa jeunesse, voyage suscité par son oncle. Dans le chapitre 5 ans après, il est question de l'art et de la science. La représentation de la figure humaine sert de base aux réflexions de Viollet-le-Duc, et en particulier cette tête de Léonard de Vinci, celle d'Isabelle d'Este du Louvre, mais qu'on n'avait pas encore identifiée à l'époque, et je renvoie à nouveau aux travaux de Martin Bressani. Oui, dit M. Majorin, Léonard de Vinci fut à la fois un artiste admirable et un savant. Il avait prévu l'emploi de la vapeur, ainsi que le prouvent des notes et des croquis laissés par lui et que nous possédons. C'était un chercheur, en avant de son époque. Léonard de Vinci est pour Viollet-le-Duc, on le voit assez curieusement, sachant sa méfiance envers la Renaissance, Léonard de Vinci devient le prototype de l'artiste savant, de l'artiste chercheur, de l'artiste technique, qui dépasse finalement le statut d'artiste pour refonder les paradigmes scientifiques, si l'on veut, de la société. Et c'est ainsi, je crois que, plutôt que de parler finalement de paradigmes scientifiques, pour ces 10 dernières années, il serait plus juste de parler de paradigmes techniques. Il me semble que Viollet-le-Duc ouvre sa pratique sur l'époque contemporaine pour réformer la France, pour la reconstruire, c'est tout à fait évident. Après la guerre de 70 et la Commune, on connaît ses idées sur ces événements, pour reconstruire la France, mais surtout pour la mettre sur les rails, tout républicain, évidemment qu'il est devenu, les rails du progrès, ce progrès en lequel il a toujours cru et que la science représente parfaitement. Je vous remercie.